Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! On est prêt, on va traiter aujourd'hui les amis un sujet, un métier qui est celui de réalisateur et plus particulièrement avec une réalisatrice. Alors ça peut vous paraître un petit peu générique, un petit peu large et c'est la raison pour laquelle notre invitée va nous donner plein d'informations. Marie-Laurence, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour. Vous êtes donc réalisatrice ? Oui, absolument. C'est une notion assez large. On peut être réalisateur pour le cinéma, pour la télévision. Moi, je travaille pour la télévision, essentiellement. Je réalise à la fois des documentaires et des émissions qui, le plus souvent, sont concentrées sur des périodes historiques, sur une partie de notre histoire. Particulièrement 1924, le Paris des Jeux Olympiques. Absolument. L'année dernière, j'ai réalisé un film qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelait 1924, le Paris des Jeux Olympiques, qui racontait tout le monde ne savait pas que Paris avait déjà accueilli les Jeux Olympiques en 1924, donc 100 ans avant l'édition de l'année dernière. Et c'est un film qui est tout en archives, qui a été coproduit par Gaumont-Pathé Archives, avec des images assez fantastiques, à la fois des épreuves de ces Jeux, et puis du Paris, de la France, de ces années d'entre-deux-guerres, des années folles. Et c'était une façon, l'idée du film, c'était de resituer ces Jeux dans la France de l'époque. Et c'était très amusant parce qu'en fait, on retrouvait beaucoup de problématiques qu'on a rencontrées l'année dernière et dans la préparation des Jeux de 2024 sur comment on va se déplacer, Paris va être embouteillé, les prix des places sont très chers, les prix des transports vont augmenter. Enfin, vraiment, c'était très amusant de voir que peut-être les problématiques à 100 ans d'intervalle étaient les mêmes. Vous voulez dire que tous les problèmes qui pouvaient un peu angoisser les Parisiens étaient totalement analogues à ceux de 1924. Absolument. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment vérifier, mais je pense que la question se pose à chaque fois que une ville accueille une manifestation aussi importante que les Jeux Olympiques. Si vous deviez donner une définition de votre métier de réalisatrice, comment le présenteriez-vous aux étudiants qui nous écoutent ? Je dirais que pour moi, c'est raconter des histoires. Et donc, pour moi, c'est ça, en fait, le métier de réalisatrice, c'est de raconter une histoire. Alors, on va revenir à l'origine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir réalisatrice ? Et surtout, quel a été votre parcours pour y arriver ? Parce que en vous écoutant et en découvrant un petit peu votre univers, je crois que vous êtes partie du domaine de journaliste. Oui, absolument. En fait, quand je pense que ça m'a pris très tôt, quand j'étais lycéenne, peut-être même collégienne, j'avais très envie d'être journaliste. En fait, je trouvais ça fascinant de pouvoir être là où les autres ne pouvaient pas être, d'être le témoin privilégié d'un événement. Ça, je trouvais ça incroyable. Enfin, vraiment, ça me fascinait et je me disais que je voulais faire. C'était absolument ce que je voulais faire. J'ai fait une école de journalisme, mais qui n'était accessible qu'après un bac+2, bac+3 ou bac+4. Enfin, il fallait avoir au moins fait 2 années d'études après le bac. Donc, ce que j'ai fait une maîtrise de sciences éco. À l'origine, parce que j'aimais l'économie, mais vous voyez, finalement, je m'en suis pas mal éloignée aujourd'hui. Et puis, je suis rentrée dans une école de journalisme et j'ai fait une spécialisation radio parce qu'à l'époque, c'est vraiment j'adorais la radio. Je trouvais que et j'adore toujours la radio, même si j'en fais plus beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait une spécialisation radio et j'ai commencé mon métier à la radio en faisant plein de reportages sur des choses et de la présentation aussi sur des choses très variées. Je me suis pas spécialisée dans un domaine. Il y a certains journalistes qui sont dans un domaine politique, sujet de société, santé, etc. J'ai fait un peu de tout et ça m'a beaucoup amusée les premières années. Et puis petit à petit, justement, je me suis un peu lassée d'abord de traiter uniquement de l'actualité, de zapper, de passer d'un sujet à l'autre. Et puis j'étais aussi un petit peu attirée, j'en avais fait un petit peu à l'école de journalisme, mais très peu par la télévision. J'avais envie de travailler l'image, ça m'attirait. Et voilà, et j'ai eu des opportunités.
une opportunité en particulier, une société de production qui cherchait des journalistes pour une nouvelle émission. Et voilà, j'ai réussi à les faire, ce qui n'est pas forcément très facile de passer d'un média à l'autre, mais après, en dehors de la technique, les modes de production sont un petit peu les mêmes. Enfin, il faut faire des interviews. Quand on sait la faire en radio, je pense qu'on peut la faire en télévision, c'est pas un souci. Et puis, j'ai commencé sur des formats assez courts en télévision, des 3-4 minutes. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai avec cette idée en tête de raconter des histoires et de m'intéresser plus longtemps aux choses. Parce que ma frustration, c'était vraiment de passer d'un interlocuteur à un autre, d'un sujet à un autre. Là, j'ai pu approfondir, passer du temps. Je parlais de mon film sur Alexandre le Grand. J'y ai quasiment passé... Alors, il y a eu des rebonds sur la production, il y a eu des changements, mais j'ai quand même passé presque une année parce que entre le moment où vous écrivez et le moment où vous tournez et vous montez, il se passe plusieurs mois. Et j'aime bien aujourd'hui être sur ce long terme, au long cours, je trouve ça plus intéressant. On va parler d'organisation de travail, les moments forts, les défis, les imprévus, et l'idée c'est de nous expliquer à quoi ressemble une journée type concernant une réalisatrice. Alors ce que j'aime dans mon métier, c'est justement, il y a quasiment pas de journée type, et je crois que je suis quelqu'un qui se lasse assez facilement. En fait, généralement, on me confie un projet de film ou de documentaire, ou d'émission télé. Il y a des périodes, c'est-à-dire que par exemple en ce moment, je suis en train d'écrire, c'est lire, se renseigner, chercher, fouiller, trouver des informations sur le sujet qu'on vous a confié, et puis imaginer, se dire comment est-ce qu'on va le raconter, quelles sont les images qu'on va mettre en place, à la fois s'il y a de la fiction, quelle scène je peux imaginer, et puis la partie documentaire, quel historien je vais interviewer, qu'est-ce qu'il va me raconter, qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce lieu, etc. Et puis ensuite, généralement, la deuxième période, c'est une période de tournage, c'est-à-dire que ces historiens, généralement, c'est moi qui les choisis, on a des discussions avec le producteur. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas totalement seul. Je donne le sentiment peut-être là d'être seul face à mon ordinateur, mais il y a quand même un échange qui se fait avec le producteur au sujet des moyens, parce qu'on peut pas tout faire, mais pas seulement, aussi sur l'éditorial. C'est-à-dire, c'est un bon miroir pour moi. Il me dit oui, on pourrait faire comme ci, comme ça. Est-ce que tu peux raconter ça différemment? Donc voilà, donc il y a cette période de tournage où je vais avec un chef opérateur et parfois un ingénieur du son sur le terrain, rencontrer les gens, rencontrer des historiens, les interviewer, leur poser des questions, etc. Faire des images, ce qu'on appelle des images d'illustration sur un site. Et ça, c'est aussi une période que j'aime beaucoup parce qu'on rencontre du monde. Enfin, je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant dans ce métier, c'est qu'on va à la rencontre des gens. Et puis ensuite, vous avez la période de montage, donc que je ne fais pas seule, il y a un monteur avec moi, qui est le moment où le film prend forme, en fait, où là, on commence vraiment à raconter l'histoire. On l'a imaginé sur le papier, mais souvent, il y a des ajustements, le tournage s'est pas passé exactement comme on l'imaginait. Enfin, il y a toujours des petites choses à modifier. Et c'est là où le film prend vraiment, c'est la naissance du film, vous le voyez apparaître dans la salle de montage. On va parler des compétences, ça c'est important aujourd'hui. Quelles sont les compétences selon vous et les qualités essentielles pour réussir dans ce domaine de la réalisation? Je pense que la première qualité, c'est d'être assez curieux ou curieuse, parce qu'il faut savoir trouver de l'intérêt dans beaucoup de sujets auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Enfin, je m'explique. Moi, par exemple, j'ai des sujets qui me plaisent vraiment, qui sont des sujets plus personnels, sur lesquels j'ai écrit, mais parfois je n'arrive pas à les réaliser parce que une chaîne, enfin il faut aussi, on n'a pas parlé du diffuseur, mais il y a quand même un acteur important de cette chaîne, c'est le diffuseur. Et puis il y a ces moments où un producteur m'appelle en me disant voilà, on sait que telle chaîne veut un film sur tel sujet, est-ce que ça t'intéresse de l'écrire et de le réaliser? Et parfois, alors parfois c'est des sujets auxquels vous n'avez pas pensé, mais à chaque fois, en creusant, vous vous rendez compte que c'est un sujet intéressant. Donc je pense que la curiosité, le fait de trouver un intérêt dans beaucoup de thématiques, dans beaucoup de sujets, de ne pas être fermé, est quand même une qualité qu'il faut avoir au départ ou qu'il faut développer. De quoi je me sers très souvent, je pense qu'il faut avoir un esprit de synthèse, il faut être capable voilà, c'est très important parce que souvent vous êtes face à une masse d'informations très importante, un sujet historique comme Alexandre le Grand, vous avez des tonnes de livres qui ont été écrits sur ce personnage, des films, des documentaires, donc vous allez essayer de consulter tout ça, vous faire un peu votre opinion, écrire votre projet à vous, mais il va falloir quand même
éliminer, choisir, savoir ce qui est important et ce qui l'est moins, faire des choix. Et je pense que d'avoir un esprit assez synthétique, c'est assez important. On va parler alors, plus ou moins de technicité, parce que l'évolution de votre métier, c'est surtout, j'imagine, une évolution technique. Étant moi-même fan de Claude Lelouch, alors je ne sais pas si vous aimez Claude Lelouch, mais moi je suis un grand fan. Et c'est vrai que dans le cadre de lecture concernant un peu son parcours, on revient sur ses anciennes caméras et aujourd'hui, où il filme avec des smartphones, cette espèce d'explosion de l'IA qui existe quand même depuis longtemps, mais qui devient là hyper contemporain, utilisé un peu à toutes les sauces. Est-ce que votre métier va évoluer d'une façon qui pour vous est positive concernant votre métier? Oui, mon métier va évoluer, c'est sûr. Enfin, pour vous parler d'IA, c'est évident que ça va toucher beaucoup de métiers, dont le mien. Après, alors je fais juste une parenthèse. Je pense que ce qui évolue beaucoup dans mon métier, c'est que moi je travaille pour la télévision et que la télévision est aussi obligée de se réinventer. C'est-à-dire que le public de la télévision est un public très âgé. Les jeunes gens aujourd'hui ne regardent pas la télévision, à part pour un match de foot ou un match de tennis, un événement sportif ou les Jeux Olympiques, un événement sportif qui se passe en direct. Mais sinon, et même quand vous êtes un peu plus âgé, aujourd'hui, vous consommez la télévision d'une façon très différente. Vous allez voir en replay, vous allez sur des plateformes. Donc je pense que ça a entraîné aussi une écriture un peu différente. On a vu le succès des séries. Le documentaire s'est inspiré aussi de l'écriture des séries en plusieurs épisodes, dans des formats plus courts. Donc il y a des choses qui ont changé. Quand on part en tournage, les caméras sont devenues... Bon, on tourne pas au smartphone, on fait des images de bien meilleure qualité, mais avec des appareils qui sont vraiment des tout petits appareils aujourd'hui. Enfin, on a réussi effectivement à limiter la taille de ces appareils. Et alors sur l'IA, oui, bien sûr. Pour l'instant, je sais pas très bien de quelle façon ça va impacter. Généralement, on fait appel à un comédien quand on fait une voix off pour raconter, pour poser le commentaire. Cette voix off aujourd'hui, elle peut très bien être faite par l'IA, c'est sûr. Moi, j'essaye parfois de faire... Je pense que ça peut être une bonne base pour des recherches, c'est-à-dire, je parlais de ces livres, de ces films qu'il faut consulter pour écrire un projet. C'est sûr que l'IA peut vous faciliter la tâche en allant chercher pour vous ce qui existe déjà et en vous faisant un résumé. Après, moi, j'ai un petit bémol parce que je me suis rendu compte, j'ai déjà fait l'essai sur des sujets que je connais très très bien. J'ai demandé à l'IA de m'aider, de m'écrire 3 pages sur des sujets et il y avait beaucoup d'erreurs. Voilà, il y avait d'abord pas beaucoup d'informations, j'étais un peu déçue et il y avait beaucoup d'erreurs. Donc en fait, je crois qu'il faut aussi se méfier parce que l'IA ne fait que compiler des informations qui existent déjà et il y a des erreurs dans donc il va falloir quand même, je pense que ça peut être une première base dans le cadre de recherche, mais qu'il faut quand même s'en méfier et aller vérifier les informations qui sont fournies. Enfin, j'aimerais connaître si vous avez un moment marquant de votre carrière et si vous avez des conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer en tant que réalisateur ou réalisatrice. Mais d'abord, un moment marquant de votre carrière, quelque chose d'indélébile. Oh là, quelque chose d'indélébile. Et il y en a plusieurs en fait. Je disais tout à l'heure que ce qui m'a poussée à être journaliste, c'est cette idée d'être là ou d'être témoin d'événements et de les relater. Quand on raconte des histoires, on est aussi parfois un petit peu témoin privilégié, on rentre en contact avec des gens, on est un peu, on dit je suis réalisatrice. C'est un petit peu comme un sésame en fait. C'est ce que je trouve assez fascinant dans ce métier. Quand j'étais à la radio, j'ai fait la montée des marches, par exemple à Cannes. Je l'ai commenté en direct. Il y avait de ce moment privilégié incroyable d'être là. Et j'ai un peu ce même sentiment quand parfois je travaillais pour Secret d'Histoire, de me retrouver dans la Galerie des Glaces à Versailles, et d'être seule dans cette Galerie des Glaces. Et là, franchement, c'est un moment, c'est jubilatoire parce que je l'ai fait aussi avec aux heures d'ouverture de Versailles et c'est pas du tout les mêmes sentiments. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un privilège dans ce métier, de pouvoir avoir ces accès-là, ces accès privilégiés. Et après, sur les conseils, j'ai envie de dire, je pense qu'il faut pas se mettre de frein. Moi, mes parents
j'avais pas du tout, parce que c'est un métier un petit peu de réseau, on va pas se cacher, et que le réseau, on l'obtient. Aujourd'hui, j'ai des réalisateurs qui m'appellent, des producteurs, pardon, parce que je travaille depuis quasiment 30 ans, donc j'ai réussi à creuser mon sillon, à avoir des contacts. C'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. Mais à l'origine, mes parents n'étaient pas du tout dans ce milieu du journalisme, de la télévision, de la radio, de la presse, pas du tout. Et je me dis qu'il faut pas se mettre de frein. Évidemment, parfois, c'est peut-être plus facile de réussir quand ses parents étaient déjà dans ce milieu, mais je trouve que si on n'a pas de réseau, il faut pas se mettre de frein. Il y a plusieurs chemins pour arriver là où je suis. Moi, tout le monde n'a pas fait d'école de journalisme. Il y a des gens qui ont pas fait d'études techniques à proprement parler, mais on apprend beaucoup sur le tas quand même dans ce métier. Et donc, je pense qu'il faut, si on a très envie, il faut vraiment oser y aller, même si on pense que ça va être plus compliqué parce qu'on ne connaît pas les bonnes personnes aux bons endroits. Merci beaucoup Marie-Laurence Rincé. Dernier moment, celui de la chaîne, puisque vous le savez, ce rendez-vous s'appelle la chaîne des métiers. Et elle a pour but, cette dernière question, que vous puissiez amener un nouveau maillon. Y a-t-il dans votre entourage quelqu'un qui ne fait évidemment pas le même métier que vous aimeriez mettre en avant pour qu'il puisse lui aussi ou elle aussi nous parler de son métier? Y avez-vous pensé ? Oui, j'y ai pensé et je voudrais passer le relais à un monsieur qui s'appelle Christian Deichmann, qui est un ébéniste d'art, donc vraiment très loin de mon univers et que j'ai d'ailleurs rencontré à l'occasion d'un documentaire que j'ai fait pour France 3, qui fait un travail remarquable, qui fabrique des meubles, qui les rénove, qui travaille pour les monuments historiques. Son entreprise a le label entreprise du patrimoine vivant. Et voilà, et c'est un passionné et j'ai découvert un métier, mais c'était une vraie belle rencontre et je trouve qu'il fait un métier remarquable qui mérite d'être mis dans la lumière. Ah ben on sera ravis évidemment de la voir. Je vous laisserai, si vous avez ses coordonnées, nous les transmettre et ce sera un plaisir évidemment de l'appeler de votre part. Merci beaucoup Marie-Laurence Rincé. Vous retrouvez évidemment notre podcast sur l'ensemble des plateformes et puis je vous rappelle également que toutes les coordonnées de nos invités et les références, vous les trouvez également sur notre site internet afage.fr. À très vite pour de nouveaux rendez-vous sur la plateforme de votre choix. Le rendez-vous, c'est la chaîne des métiers. Merci d'avoir écouté la chaîne des métiers, le podcast de l'AFAGE qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. L'AFAGE, c'est vous.